Voici le sommaire du magazine d'information du dimanche. Des morts, encore des morts, toujours des morts, des enfants et des innocents cette fois-ci parmi les victimes. Qui arrêtera les camions fous? Enquête sur les gros porteurs et entretien confraternel avec le journaliste digital Ibrahim Alissa Faye. Coin éco, l'économie du cuir, ça tombe bien avec le mouton de Tabaski. Ne jetez plus la peau de la bête, c'est de l'or. Pour en parler, Ndiougadja, le secrétaire général du groupement des maroquiniers et cordonniers du village artisanal de Soumbédioune, s'entretiendra avec Mamadou Ndiaye. Bouillon culture, nous allons honorer un bouillon bien de chez nous et très connu. Le djeboudian nous est servi ce soir, plus qu'un repas, tout un cérémonial. Le diplomate de la semaine est une diplomate. L'historienne et ancienne ministre de la Culture Penda Mbow analysera les regrets de l'ancien président français Sarkozy après son fameux discours de Dakar 13 ans après. Ailleurs le Mali est incontournable. Médiation de 5 présidents de la CEDEAO jeudi à Bamako. Sommet dit de la dernière chance demain lundi. Tranche de vie, sa vie a basculé cette semaine. Une dame victime d'attouchement à Sacré-Cœur parce qu'accusée de vol. ITV lève un coin du voile sur la Thiessoise. Monde des animaux, un oiseau, le cormoran, un habitant heureux de la réserve naturelle du Technopole. Kessendou revient du petit paradis terrestre. Rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette totale dimanche par l'économie. Coin éco, la Tabaski, qui vous dit que je veux parler du mouton. Eh bien, vous n'avez pas totalement tort, sauf que ce soir, le sujet est inattendu. On parle de la peau du bélier. Ne la jetez plus. C'est de l'or, une richesse qui arrange le Sénégal. Et nous nous sommes rendus à Saint-Louis. Momar Alisnia et Aletiam, nos correspondants, nous ont fait ce reportage sur le marché du cuir. Le cuir, très prisé, est aujourd'hui une matière très rare sur le marché saint-louisien. Et ceux qui le travaillent, comme ceux qui travaillent avec, joignent difficilement les deux bouts. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes rendus à Mbouben, village situé à 14 km de Djama, qui abrite la tannerie la plus proche de la capitale du Nord. Ici, toutes les femmes s'activent dans la tannerie. Mais actuellement, faute de matières premières, elles se tournent les pouces. Nous achetons les peaux au Seras à Dakar. On les met dans des véhicules qui les amènent ici pour les transformer. Après, on les ramène au marché syndicat où nous les revendons. Mais depuis que la maladie est là, on n'a pratiquement pas travaillé. Les prix varient. Il y en a que nous achetons à 500 francs, d'autres à 600, d'autres à 300 francs. Pour le transport, nous payons 7500 pour les 100 peaux. Ce qui est plus difficile, ce sont les produits que nous utilisons, qui sont très chers. Surtout le nep-nep en cette période d'hivernage. Le petit sac, nous l'achetons à 5 000 francs et le grand sac à 10 000 francs. Et nous ne pouvons même pas travailler 90 pots avec, sans compter les autres produits. Une fois tanné, le cuir est acheminé vers les marchés. Mais là encore, c'est l'absence de tarification fixe qui pose problème. Parfois, nous le vendons à 1000 francs, parfois à 750 francs, parfois à 1500. On n'a pas le choix. Toutes les marchandises peuvent connaître une hausse, sauf le cuir. Du côté des acheteurs, les cordonniers affirment avoir une préférence pour le cuir local. Mais mes propres clients, ils préfèrent le cuir local parce qu'en même temps, moi, je suis dans le milieu du tourisme, quoi. Donc, les touristes, ils n'aiment pas de cuir industriel. Donc, s'ils veulent des bracelets, une ceinture ou d'autres choses, mais ils veulent le cuir local vraiment qui sent, quoi. Ces cordonniers aimeraient qu'on les aide à mettre en place des comptoirs qui leur permettraient d'avoir le cuir à tout moment. Le cuir local, c'est les Mauritaniens, ils ont un diamant. C'est là où on achète du cuir. Mais souvent, il y a des jours, eux, ils viennent, il y a des jours, ils ne viennent pas. Si le cuir, s'il y a des trous, le cuir, souvent, on trouve ça à 2000. Le cuir local, quoi. Souvent, s'il n'y a pas de trous, c'est un bon cuir, on le trouve 3000, 3500. Souvent, on travaille pour des chameaux,
peau de chèvre et peau de mouton, quoi. Si les tanneuses sont pressées de voir arriver la tabaski pour leur permettre d'avoir assez de matière, vendeurs et artisans du cuir, eux, exigent une organisation du marché du cuir pour leur permettre de bien en tirer profit. Coin Eco reçoit Ndiougadia, c'est le secrétaire général du groupement des maroquiniers et cordonniers du village artisanal de Soumbédioune. Le contexte de la tabaski nous sert de prétexte pour aborder un sujet méconnu, le cuir. Issu de la peau des bêtes immolées, cette matière brute est très peu explorée alors qu'elle recèle des gisements d'opportunités qui, mises bout à bout, ouvriraient des saisons printanières pour une foule d'acteurs. J'ai fini de citer Mamadou Ndiaye. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Mamadou. C'est l'heure de l'entretien. Bonsoir Monsieur Dia. Bonsoir. Et c'est parti. Monsieur Ndiougadia donc est un acteur émérite donc du secteur effectivement du cuir, de l'artisanat, de la cordonnerie. Monsieur Dia, la période qui se prépare est une période assez intéressante puisque avec la tabaski, beaucoup de bêtes vont être, disons, égorgées, sacrifiées. C'est le printemps des artisans que vous êtes, notamment à Soumbédioune. Oui, c'est le printemps des... Bonjour, M. Mamadou. Oui. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour. Donc, bien dit, c'est le printemps des artisans, mais surtout aussi des collecteurs. Oui. Parce que nous ne sommes que des finisseurs. Donc, nous sommes avec surtout les collecteurs. À ce moment-là, que bientôt la période de la tabaski. Mais vous savez, les gens vont collecter, mais la plupart des pots qu'on collecte, ce ne sont pas des pots de qualité. Parce qu'on a un problème des gens qui dépècent les pots. Donc, vous savez, chaque maison, il y a des gens qui ne sont pas spécialisés des d'épaisseurs. Donc, la plupart des pots, ce sont des pots trués. Donc, peut-être la qualité, ça sera que 20% sur les 100% des pots sortis au Sénégal. Donc, ça va permettre, ça va pas permettre un grand manque à gagner sur ce fléau. Alors, vous, donc, vous intervenez en aval de la peau, du cuir. Ouais. Mais pourquoi ne pas intervenir en amont pour essayer quand même de donner un peu plus de chance à la peau d'être bien récupérée, d'être bien tannée et de vous arriver donc à un produit assez bien intéressant donc pour le finir? Bon, pour ça, c'est une chaîne de valeur. Vous savez, ça commence par l'éleveur d'abord, avec les épaisseurs, parce qu'il y a les récupérateurs. Donc, tout dépend des récupérateurs. Et puis, tu sais, au Sénégal, nous avons la tannerie locale. Donc, c'est la tannerie locale qui a un peu de problème par rapport à la tannerie industrielle. Parce que par rapport aux matières premières qu'on est en train de travailler là-dessus, il y a une petite odeur qui est notre problème principal. Donc là, c'est une grande handicap sur ce secteur cuir. Donc même en Gaï, ils ont ce problème. Donc par rapport à la tannage industrielle, s'ils nous apprennent à faire la tannage industrielle, ça sera plus pratique et plus productif par rapport à la tannage industrielle. Donc on le prenne. On le prenne, mais on n'a pas le choix. Donc par rapport à la tabaski, il y a pas mal de personnes qui sont en train d'investir sur ça pour récupérer les pots, mais ce n'est pas au niveau du Sénégal. C'est pour le Red Blue, c'est des gens internationaux qui vont donner des financements aux collecteurs. Ce sont des millions et des millions de collecteurs au Maroc, Nigeria, partout en Italie. Donc cette période-là va être une période de production pour les internationaux. Donc ils vont financer pas mal de jeunes ici à Dakar pour récupérer les pots. Après, ils vont le faire avec un Red Blue. Vous connaissez le Red Blue? Le Red Blue, c'est de enlever la poêle, donc mettre dans une toile et l'amener en Europe. Donc presque 40% des pots qui sont bien au Sénégal vont retourner en Europe. C'est ça le principal problème. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que l'État du Sénégal a abandonné ce marché, ce secteur? Il n'est pas organisé? Oui, je dis que c'est un truc très mal organisé de la part de l'État. Donc ce sont des opérateurs internationaux qui sont bénéfices, tu vois, parce qu'il y a l'année dernière, il y a presque 2 ou 3 milliards qui sont rentrés au Sénégal par rapport à ces gens, dans les Magal de Touba, dans les Gamou de Tivaouane, et partout ils sont là-bas. Donc ils ont leur collecteur spécial dans ce pays, donc qui ont été bien formés avec des formateurs à l'étranger. Ils sont partis à faire des formations. Donc ils sont qualifiés pour traiter la peau. Comment conserver la peau jusqu'à l'éleveur, l'abatteur, l'épaisseur et le récupérateur. Donc ils ont fait une chaîne de formation sur ça. Donc
c'est ça notre principal handicap. À toutes les étapes donc, de la fabrication de la peau pour devenir cuir, il y a donc des gens qui sont qualifiés. Il y a des gens qui sont qualifiés, mais ce n'est pas pour le compte au Sénégal, vous savez. Donc nous ne bénéficions pas sur cette qualité de cuir. Donc cette cuir va partir à l'étranger, puis revenir au Sénégal, nous le revendre et nous allons le travailler. Ce que vous dites quand même est très très étonnant. C'est très étonnant, parce que c'est quelque chose qui nous fait mal au cœur, mais on n'y peut rien. Parce qu'il y a nous avons une crise d'autorité sur le côté d'artisanat. Bon, il y a l'APDA, l'Agence pour la promotion de l'artisanat. Bon, c'était son rôle. C'était son rôle de veiller sur cette économie qui est en train de nous échapper. Donc malheureusement, les artisans le plaignent beaucoup. J'aimerais bien, vous êtes assez nombreux quand même pour être des acteurs dans le secteur justement du cuir. Mais normalement, le seul effet nombre, ça peut faire peser sur des décisions à prendre. Et bien sûr, parce que là, à Ngaye, par exemple, à Ngaye, donc il y avait une coopération entre les gens d'Angaye et les Marocains. Donc c'était le financement de la Banque mondiale, du moins. Donc, mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Tu sais, nous avons des autorités peut-être un peu politiques, trop politisées par rapport au, comment dirais-je, à l'intérêt du pays, à l'intérêt des artisans, du moins. Donc c'est ça notre vrai handicap. Donc peut-être le président a beaucoup investi, mais peut-être il l'a mis dans de mauvaises mains qui ne comprennent pas surtout l'artisanat. J'aimerais bien voir un peu le lien qu'il y a entre la ville de Ngaye et le pourtour de Ngaye et aussi Soumbédioune. Est-ce qu'il y a une jonction, une sorte de famille qui se prolonge, ou bien est-ce qu'il y a de grandes familles qui s'accaparent effectivement du secteur du cuir? Bon, vous savez, Ngaye, ils ont une opportunité. D'abord, c'est la famille. À Ngaye, si on entend Ngaye, d'abord c'est une grande famille. C'est une grande famille. Ouais, c'est une grande famille qui habite à Ngaye. Donc ils ont arrivé à labelliser le département d'Angaye partout. Je ne dis pas au Sénégal, mais quand vous partez dans la sous-région, on entend Ngaye, dans le Ngaye, donc on pense au Sénégal. Ce sont nos voilà. Donc moi je les félicite sur ça, vraiment. Vraiment c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'aimerais, on dit dans le Dakar, ou Thiès, ou Tivaouane ou autre. Mais vraiment, moi aussi, je les dis félicitations parce qu'ils ont amené le nom du Sénégal par rapport à Ngaye partout dans le monde. Même en Italie, si vous partez en Italie, s'ils voient Ngaye, ils savent que c'est Sénégal. Tout à fait. Mais donc, de ce point de vue-là, il y a possibilité que peut-être d'attirer le regard sur le travail bien fait d'abord des artisans. Mais les artisans aussi ne doivent pas rester sans doute dans une sorte d'immobilisme. Il y a peut-être les nouveautés, les goûts qui s'améliorent, qui évoluent, mais il y a également peut-être sans doute les machineries qui doivent être également achetées pour répondre à la satisfaction justement des goûts des clientèles. Bon, je dis oui, parce que Ngaye, vraiment, l'État peut-être a fait une erreur pour moi. Donc, Ngaye, on les connaît sur les chaussures. Donc, on ne les connaît pas sur les sacs. Donc, la dernière fois, ils ont fait la première sortie du président de la République, c'était à Ngaye. Donc, il s'est même payé une paire de chaussures. Une paire de chaussures, vraiment, on félicite tout ça. Oui. Mais le problème de Ngaye, ce ne sont pas des maroquiniers. Donc peut-être ils ont acheté des machines pour ceci, pour maroquinerie. Donc ils n'arrivent pas à travailler sur ces machines. Donc jusqu'à présent, les machines sont en Ngaye, sont en train de pourrir là-bas. Donc c'est quelque chose qui nous a fait mal aussi. Tu sais, dans le secteur cuir, il y a la maroquinerie, il y a la cordonnerie. Donc la maroquinerie. C'est quoi la différence? Voilà, la différence, la maroquinerie, c'est lui qui fait des sacs, des ceintures, des accessoires, d'autres pour les filets pochettes. Donc la cordonnerie, ça reste seulement sur les chaussures. Les ceintures? Non. Les ceintures? Ça, c'est la maroquinerie. Okay. Donc seulement les chaussures, ça reste à la cordonnerie. Donc d'autres choses sur le cuir, c'est la maroquinerie. Alors j'ai rencontré un historien donc, du cuir qui m'a dit que Ngaye et le pourtour de Ngaye, donc dans le Cayor d'antan, c'était en fait des familles qui étaient très attachées aux familles régnantes d'alors. Je veux dire les Damelteigne, comment on appelle ça encore, les princes du Baol, les princes du Cayor et sans doute même du Djolof. Donc il y avait un attribut de souveraineté qui est lié au cuir. Avez-vous le sentiment que peut-être cet attribut de souveraineté est complètement tombé en désuétude? Bon, ce sont des Ngaye, tu sais, c'est la dynastie, tu vois. Décidément, hein. C'est de père en fils, des enfants, tu vois. Oui. C'est une grande famille, comme je vous le dis, à Ngaye. Donc ils se sont concentrés tous à Ngaye, donc ça a élargi
ça a permis le nom d'un gars de sortir partout. Vous voulez casser donc ce binôme, c'est-à-dire que cette chaîne de patrimoine familial, vous voulez le casser? Non, avec la mondialisation, il n'y a plus de casting. Bon, c'est un métier. Oui. Bon, il y a des individus, il y a des étrangers même qui viennent ici à apprendre leur métier. Vous voulez une diversification? Ouais. Diversification, je veux dire, parce que nous, actuellement, même il y a des Guinéens qui viennent travailler au Sénégal, il y a des Maliens. Donc, seul le danger que je dis au Sénégal de conserver leur patrimoine sur le côté cuir, ils sont commencés à sortir vers Nigeria, Afrique du Sud, vous voyez, parce qu'il y a des patrons ivoiriens ou des patrons d'autres, ils vont venir ici au Sénégal en train de chercher les jeunes et les amener en Afrique du Sud ou en Côte d'Ivoire ou d'autres choses. Même au Maroc, les gens commencent à partir. Parce que vous savez qu'ici au Sénégal, les gens ont la main sur le travail du cuir. Ok, il y a une réputation donc qui colle à la... C'est le Sénégal et le Maroc seulement qui sont en concurrence par rapport à ces trucs-là. Alors, oui, la toute dernière question, c'est de voir simplement quel est l'avenir du cuir, d'abord au Sénégal, mais ensuite dans la sous-région, si vous avez vraiment une idée de pénétrer un peu ces marchés-là. Bon, ce que je peux dire sur l'avenir du cuir, c'est qu'il faut que l'État industrialise le cuir. S'il n'industrialise pas le cuir, donc nous allons perdre 2 fois. Parce qu'industrialiser, nous allons travailler en tant qu'artisan et on va vendre à l'extérieur en tant que bénéfice. C'est pour cela, parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué, parce que là, nous, d'habitude, au village artisanal de Soumbédioune, tous les cuirs qu'on achète, ça vient de l'extérieur. Ça vient du Maroc, Italie, Espagne. Pourquoi pas au Sénégal? Comme quoi le cordonnier est souvent le plus mal chaussé, quoi. Voilà, comme ça. Voilà. et la crise sanitaire, un mot, oui. Bon, la crise sanitaire, je dis que comme tout le monde, il faut vraiment, ça nous a pris un manque à gagner énorme par rapport au travail. Parce qu'au village artisanal, nous travaillons du tourisme, nous ne travaillons pas par rapport aux autres, nous vendons que le tourisme. Peut-être au Sénégal, on n'a que 2% de la population du Sénégal qui achète chez nous, mais la plupart c'est des tourismes. Donc on a un manque à gagner énorme. Depuis 6 mois, 7 mois, peut-être on n'a pas pu travailler. Donc on essaie de se débrouiller par rapport à nos économies. Donc c'est très difficile. Très bien. Ndiouga, merci. Une autre occasion se présentera et on développera davantage. Merci. J'espère que ici, ITV, c'est une radio, c'est une télévision du moins, oui, qu'on a beaucoup aimé. Oui. Vraiment, et nous comptons encore travailler avec ITV. Par rapport avec tous les artisans du Sénégal. Vous êtes les bienvenus. Donc c'est notre télévision et vraiment j'adore. Merci. Merci beaucoup Ndiouga Dia, merci Mamadou Ndiaye pour ce coin écho, la suite de la Totale. Deux enfants, 2 pauvres enfants, 2 innocents parmi les victimes dans une course folle d'un camion cette semaine à Yoff. Nous peinons encore à sécher nos larmes tellement le drame est d'une violence rare. Qui sont ces tueurs froids nommés gros porteurs? D'où viennent-ils? Que font-ils? Mais que fait-on surtout pour arrêter la tragédie? C'est une petite enquête ce soir d'Adama Sarr, les images de Mafal Fall. Ces images montrent à quel point l'accident qui a impliqué un camion et une voiture de taxi à Yoff est tragique. Une situation alarmante pour ce proche de 2 victimes. J'ai été informé que ceux qui sont décédés à la suite de cet accident, je veux dire les enfants, font partie de ma famille. Le camionneur me semble être l'un des premiers responsables pour avoir été l'auteur principal de cet accident. Mais aussi, les autorités administratives qui sont chargées de délivrer des certificats de conformité de visite technique à ces engins de la mort, c'est comme ça que je les appelle, ont une responsabilité. Au banc des accusés, les chauffeurs de camions, mais de l'avis de Daouda Seck, chef de garage à Nord-Foire, ces véhicules sont régulièrement entretenus. À chaque début d'hivernage, on essaie de réparer les camions comme il le faut, les essuie-glaces, les tuyaux centrales pour prévenir d'éventuels accidents, comme ce qui se passe ailleurs actuellement. Les défaillances techniques, on ne peut pas prévenir ça. Mais à ce genre de situation, que prévoit la loi? Alors la loi a prévu un dispositif. Il y a déjà les dispositions de l'article 307 du Code pénal qui dit ceci: quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou d'observation des règlements aura commis involontairement un homicide ou des blessures
ou en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans ferme, en plus d'une amende de 20 000 francs jusqu'à 300 000 francs. Aujourd'hui, pour mettre un terme à ces accidents tragiques, l'État du Sénégal a déjà entamé le renouvellement du parc automobile. Le renouvellement est déjà en cours. Depuis 2005 à ce jour, au jour où je vous parle, on a déjà renouvelé plus de 1800 véhicules. En tout cas, nous, on s'était fixé comme objectif déjà en 2020 d'aller vers la fin du renouvellement. En attendant, les accidents se poursuivent avec leur lot de morts et de blessés. Bonsoir Ibrahim Ali Safai. Bonsoir Mamoudou. Vous êtes journaliste, directeur du journal en ligne presseafrique.com et président d'Appel. Vous êtes aussi un opérateur digital sur le transport et la sécurité routière et avez créé l'application Talibi. Comment expliquez-vous la violence de l'accident auquel nous avons assisté cette semaine à Yoff? Oui, en fait, moi je commence à représenter mes condoléances aux familles des victimes parce que c'est quand même atroce que des enfants, leur vie soit abrégée comme ça, sur un coup de baguette magique, parce qu'il faut le dire. Mais sur une route là, en fait, on n'est vraiment pas épargné et à tout moment, ça peut parvenir malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui ne méritent pas, disons, de passer cette visite technique-là, qui ne méritent pas vraiment le fait d'avoir, disons, ce ticket qui leur permet de rouler. Et malheureusement, qui continuent de rouler et qui, à tout moment, peuvent tuer des gens, même dans le véhicule. Donc le danger est permanent à Dakar et au Sénégal. Alors, pour parler de ces camions, puisque nous en parlons, des freins qui lâchent, des feux inexistants, des chauffeurs qui s'amusent au volant et qui perdent le contrôle le plus souvent, de vieilles carcasses qui prennent de l'espace d'ailleurs et dont la circulation est a priori réglementée. La liste est très longue. Qu'est-ce qui empêche que ces camions se plient à la loi, tout simplement? Mais parce qu'il y a non seulement un manque d'autorité, mais également aussi un laxisme au sommet de l'État. Parce que c'est pas parce que ce sont des gorgorlous ou que bon, ils n'ont pas le choix, quand même qu'on doit leur donner l'autorisation de tuer, le permis de tuer à tout va. Parce que ce qu'il faut regretter, c'est en fait que ces gens-là, par exemple, ils jouent avec leurs freins. C'est-à-dire, parfois, ils peuvent toucher la pédale et là, effectivement, ça marche. Comme ils peuvent toucher la pédale et que ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'air. Il n'y a pas suffisamment d'air. Oui. Et parfois même, quand ça roule, quand ces camions-là roulent, vous entendez en fait l'air qui s'échappe et que tu te dis, mais ce camion-là, c'est pas sûr. Je ne veux pas du tout être derrière ce camion ou devant ce camion. Il faut quand même que je lui cède la place pour éviter qu'il m'écrabouille. Parce qu'effectivement, il y a de fortes chances que ce camion-là dérape. Parce que si jamais il essaie en tout cas de freiner et qu'il n'a rien, mais il va cogner un mur ou bien, disons, déraper sur des gens. Et qui sont les propriétaires de ces camions? Malheureusement, en fait, les propriétaires de ces camions, on ne peut pas, disons, les pointer du doigt. Parce que c'est des gens qui ont acquis ces camions depuis très longtemps. Parce que, figurez-vous bien, en tout cas, ces camions-là qui sont pointés du doigt, généralement, la date de mise en circulation, c'est vers les 1903. Ah oui? Entre 1903 et 1910, et donc c'est des camions totalement réformés. C'est-à-dire que vous... Un siècle. Oui, un siècle, carrément. Et je vous dis, amusez-vous à prendre la carte grise, en tout cas, d'un de ces camions-là, vous verrez effectivement que ça date de 1903, 1904 ou de 1910. Donc c'est des camions dont les pièces n'existent plus. Et donc... Mais d'où viennent-ils? Mais c'est des camions qui ont été importés d'Europe depuis très longtemps. Oui. Et c'est comme les cars rapides en fait. C'est comme les cars rapides. On en fabrique localement, ne serait-ce que la carcasse, je ne sais pas, je n'en sais rien. Non. En fait, ici, quand même, les tauliers, les mécaniciens sont tellement ingénieux qu'ils sont capables de retaper tout. Et même, vous voyez, par exemple, les bus Tata qui sont là, par exemple, mais ils n'ont pas de tôle. Et donc, ce qui fait que, bon, c'est une matière rapidement périssable, mais les tauliers arrivent à retaper ça et vraiment à masquer toutes ces défaillances-là. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, ces camions-là, c'est de la tôle,
Et donc, il faut juste remplacer la tôle et les pièces, voire réadapter et vraiment essayer de colmater pour que ça puisse marcher. Malheureusement, c'est pour ça que nous tous, on est en danger. Et là, quand même, j'ai vu tout à l'heure que vous avez interpellé les gars du CETUD, mais c'est tout à fait normal qu'on les interpelle, et même le directeur des transports terrestres, pour leur demander comment ces gens-là font pour obtenir la visite technique. Oui. Ça commence par là. Oui. Ces camions partagent la chaussée avec d'autres. On a vu que cet accident qui s'est produit à Yoff, c'est entre un camion et un taxi. En tout cas, le camion a écrasé tout sur son passage jusqu'à tuer des êtres humains. Des véhicules comme des êtres vivants partagent donc la chaussée avec ces camions. Est-ce nous qui sommes imprudents ou les camions qui sont juste des tueurs froids? Non, moi je ne pense pas qu'on soit assez imprudent. C'est-à-dire, quelle que soit votre, comment dirais-je, votre concentration sur la route, quel que soit en tout cas ce que vous faites, c'est-à-dire si un accident doit venir, il va venir. Mais surtout en fait, avec ces gens-là, par exemple, qui soit ils conduisent de gros porteurs et ils ne sont pas aussi conscients du danger qui en fait est entre leurs mains. Parce que conduire un camion comme ça, vous devez avoir les yeux rivés sur la route, vous devez vous concentrer, ne pas toucher votre téléphone et surtout, si vous avez des problèmes de frein, immobiliser la voiture. C'est ça en fait. Parce que moi, je pense d'abord que c'est une question, disons, personnelle et fondamentalement humaine. Parce que si vraiment vous sentez que vos freins peuvent lâcher à tout moment, si vous sentez en tout cas vous pouvez tomber en panne en montant, disons, sur une bretelle ou bien carrément sur un pont et bloquer toute la circulation pendant des heures, ne prenez pas la route. C'est aussi simple. Et donc, ces gens-là, malheureusement, s'ils s'entêtent à prendre la route, il doit y avoir en tout cas disons, les forces de sécurité, de défense et de sécurité qui doivent les immobiliser. Oui, mais justement, sur ce point, Ibrahim Ali Safai, on sait déjà qu'il y a une réglementation qui date de très longtemps. Ces camions doivent circuler à des heures bien définies. Il s'y ajoute qu'à l'occasion de nos grandes fêtes, on voit ces camions utilisés pour servir de transport en commun. Mais pourquoi on n'agit pas? Est-ce qu'ils sont protégés? Est-ce que c'est parce que le propriétaire se trouve à un certain niveau? En fait, moi je ne pense pas que même le fait que le propriétaire se trouve à un certain niveau qui fait qu'il s'autorise à faire toutes ces choses-là et puis tout ce laxisme-là pourrait s'expliquer par ça. Je ne le pense pas. En fait, c'est surtout, en fait, je pense, un manque de vigilance de la part des policiers, des gendarmes, parce que ce soit ces camions, que ce soit ces véhicules-là qui sont complètement défectueux ou bien, en fait, qui parfois présentent des anomalies qui sont visibles, moi, je pense que les forces de l'ordre, en tout cas, doivent prendre leurs responsabilités et immobiliser le véhicule et, s'il le faut, l'amener carrément en fourrière. C'est automatique. Et maintenant, demander des comptes. Parce que moi, je me dis d'abord, eux, ils sont garants de notre sécurité. Et donc, s'ils voient ces cas-là, ils sont habilités à carrément prendre leurs responsabilités et puis aussi à faire un rapport, pourquoi pas? À faire un rapport. Parce que moi, je me dis, aujourd'hui, ce qui manque réellement, c'est une bonne collaboration entre les autorités chargées du transport et celle du ministère de l'Intérieur. Et je pense que normalement, il devrait y avoir des séances de travail quand même au moins une fois par mois ou bien tous les 3 mois entre le ministère de l'Intérieur et le ministère des Transports pour qu'en tout cas certains véhicules ne roulent plus. Et malheureusement, quand vous interpellez les gens, par exemple, soit du CETUD ou bien de la direction des transports, ils vous disent, mais c'est compliqué dans ce pays. Donc vous pouvez voir un gorgorlou, vous lui arrachez son calando, après, il va vivre de quoi? Oui, d'accord, il va vivre de quoi? Mais aussi, bon, il y a les règles qu'il faut faire respecter. Oui, et même stationner, ces camions, ces gros porteurs constituent souvent un danger parce qu'ils sont stationnés parfois la nuit, il n'y a pas d'éclairage et vous pouvez facilement les percuter et parfois c'est une mort violente qui s'ensuit. Surtout ceux qui voyagent. Oui, ceux qui voyagent. Alors, Ibrahim Lissa, vous avez quand même lancé il y a quelques années cette application Talibi puisque vous êtes très très digital. Cela donne quoi comme résultat? Bon, cela donne, disons, une fierté quelque part.
et une envie surtout de faire circuler l'information auprès des usagers, en tout cas de la route, parce qu'en fait, quand vous sortez de chez vous ou bien de votre boulot, de votre lieu de travail, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui vous attend sur les routes. Et donc nous, en lançant Talibi, c'était vraiment pour permettre aux usagers de savoir qu'à tel axe, en tout cas, il y a des embouteillages et qu'il faut, en fait, il y a des moyens de pouvoir les contourner. Et vraiment pour qu'ils puissent savoir s'il doit retarder sa sortie ou bien s'il doit sortir plus tôt. C'est-à-dire, si vous avez l'information, vous pouvez agir en amont. Mais si vous ne l'avez pas, c'est-à-dire vous êtes bloqué, vous perdez des heures. Et parfois, il y a des contrats qui en dépendent, ou bien parfois aussi, il y a, disons, même, par exemple, là, je suis arrivé quand même avec un peu de retard. Si j'avais une bonne, disons, connaissance de ce qui se passe aujourd'hui sur la VDN, peut-être que je ne serais pas en retard. C'est ça, en fait. L'initiateur de Talibi a été piégé. Voilà, l'initiateur de Talibi a été piégé. Donc, c'est des choses à éviter parce qu'en fait, les embouteillages causent beaucoup de problèmes à l'économie nationale. Et d'ailleurs, en fait, les autorités savent cela tellement qu'en fait, ils sont en train de construire des autoponts, ils sont en train de décongestionner les zones les plus compliquées, mais en fait, c'est toujours pas... Il y a toujours des efforts à faire. Il y a toujours des efforts à faire. Et je pense qu'en plus de tous ces efforts-là, quand même, il devrait y avoir un outil socialisant qui pourrait permettre, en tout cas, aux usagers de se passer l'information et de communiquer, mais ça permettrait également aussi à l'autorité chargée des transports de pouvoir comprendre un peu les préoccupations et de, disons, de pouvoir, disons, avoir un élément de décision, surtout un outil d'aide à la décision. Parce que nous, en fait, en plus des infos que nous donnions, il y avait la possibilité de recueillir et d'analyser les différents, disons, points de congestion, les heures et tout. Et surtout, en fait, les zones accidentogènes. Donc, il y avait tout ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui manque. Et même si aujourd'hui, l'Union européenne appuie l'État dans la communication, en tout cas pour la sécurité routière, ça tarde encore à se lancer réellement. Et on tarde encore vraiment à voir quelque chose. Peut-être que d'ici peu de temps, ça va s'accélérer et on verra véritablement les fruits. Parce qu'en fait, il y a un gap à ce niveau-là et il faut corriger quand même. Alors, on revient au volet sécurité routière. On sait que oui, il y a un volet sanctions, on est bien d'accord, on en a beaucoup parlé, des sanctions qui ne viennent pas toujours, mais il y a un volet sensibilisation. Si vous aviez à faire une évaluation de la sensibilisation, est-ce que vous pensez que nous avons la bonne approche au vu de, quand même, de tous ces accidents souvent très violents? Moi, je pense qu'il n'y a pas réellement de sensibilisation. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, toute la stratégie de communication qui devrait être déployée pour, disons, faire comprendre aux usagers de la route que leur vie en dépend, mais aussi que l'avenir même de leur famille en dépend, et qu'il faudrait vraiment être beaucoup plus vigilant au volant et éviter de toucher le téléphone. C'est-à-dire, on ne sent pas, sérieusement, on ne sent pas cette volonté de communiquer et de sensibiliser, disons, les usagers sur les risques d'accident, sur également aussi comment faire pour surtout sauvegarder des vies. Et disons, en dehors de tout ça, mais il y a le préjudice matériel et il y a le préjudice au niveau physique ou médical. Il y a tout ça. Et donc, moi je pense que franchement, l'État devrait voir, parce que comme déjà il y a l'accompagnement carrément de l'Union européenne, peut-être qu'ils vont carrément travailler dessus et voir exactement comment ils vont déployer carrément une stratégie soit de communication de proximité ou bien carrément sociale de changement de comportement des usagers de la route et surtout pour ceux qui voyagent parce qu'il y a trop d'accidents et chaque année c'est entre 450 et 600 morts chaque année. Cette année-ci, peut-être il y a eu l'effet Covid et donc bon, on peut dire que les chiffres vont baisser un peu. Mais quand même, les années précédentes, c'était entre 450 et 600 morts. Ouais. C'est énorme quand même.
C'est énorme. C'est énorme. Merci Ibrahim Lissa Faye. Je vous en prie. Journaliste, vous êtes le président d'Appel, il faut le rappeler aussi. C'est l'association de la presse en ligne qui se porte bien. Oui, elle se porte pas mal. Elle se porte pas mal, mais comme toutes les autres entreprises impactées par la Covid, et donc nous cherchons la queue du diable. Oui, pour pouvoir l'attirer. Pour pouvoir l'attirer. Et nous espérons l'avoir. Oui, espérons-le avec vous. Merci d'être venu à la Totale et bonsoir chez vous. Tout le plaisir est pour moi, Mamoudou. Merci beaucoup et merci aux téléspectateurs de ITV. Merci beaucoup. Allez bien. Bouillon culture, nous parlons justement d'un célèbre bouillon, le thiéboudian. C'est plus qu'un plat, ce n'est pas seulement que du riz au poisson. Vous connaissez toute l'histoire du thiéboudian, c'est toute une culture, tout un cérémonial, surtout si vous êtes de Saint-Louis. Mais ce reportage n'a pas été réalisé à Saint-Louis. Ici à Dakar, Boubacar Dieng et Souleymane Beng pour les images sont allés manger leur thiéboudian. Des légumes frais, de l'huile sur le feu, des épices, du poisson frais, de quoi préparer du thiéboudian. Après plus d'une heure de cuisson, le thiéboudian est enfin servi. Mariam Pouy a préparé ce plat national avec ses propres astuces. fi mu nekk nii ceeb bu weex laay togg nii léegi def naa sama tamaate njamb def géej def soble kaani salade. Je prépare du riz blanc au poisson. J'ai déjà mis la tomate, le laurier et le manioc dans la marmite qui est remplie d'huile. Il y a aussi du piment et du poisson séché. tuuti ci diwlin bi pour ndoxu taw bi wàcc ci daal amul ñam bi moom bu xasee balaa ndoxu taw moom day xaw a dëgër. Qu'importe togg ngay jël di def ay bouillon. Ce n'est pas tout le temps que je mets des bouillons dans la préparation du thiéboudian. Il y a des gens qui n'aiment pas le goût des bouillons, ils préfèrent le naturel. Bu fekkee laaju ko dama ko ci def damay def comme nii. À chacun sa façon de faire. Si Mariam Pouy met parfois des bouillons, tel n'est pas le cas de Penda Sagne. La chef est restée ancrée dans la façon traditionnelle de préparer le thiéboudian. Bon, chacun a sa manière de préparer, mais bon, moi j'essaye tout le temps de reprendre la cuisine grand-mère, d'essayer de suivre les pas de grand-mère, ne pas suivre tout de suite la cuisine tendance, la nouvelle manière de faire le thiéboudian, les nouveaux produits ajoutés. Non, je reste tout le temps dans la base de la préparation du plat. Thiéboudian rouge ou blanc, la préparation diffère chez Chef Penda. Si c'est le thiéboudian rouge, je commence par la tomate. Si c'est le blanc, je commence par la tomate non concentrée, mais la tomate fraîche. Et ensuite, j'ai mon poisson, un très bon poisson, de préférence le capitaine ou bien le mérou qui est le tchof. J'aime bien. Et aussi, j'ai mes légumes. Après, j'ai des herbes aromatiques comme l'oignon vert, le persil, la coriandre et les poivrons verts. Beaucoup d'ail. J'aime bien l'ail dans la cuisine. Et du laurier. Ce sont les choses que j'utilise souvent le plus dans ma cuisine. Je n'ajoute rien à part que le sel poivre qui est indispensable. Le thiéboudian, plat national sénégalais, il est aussi une emblème et représente le drapeau national à l'étranger, impensable pour nos parents Diagne, Mbeng, Nyang ou Ndoye de se passer du thiéboudian à midi. Les Kanènes peuvent quand même se permettre de dire ça sent bon. Ouais. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Maodo. Est-ce que le thiéboudian n'a pas perdu son lustre d'antan avec toutes ces recettes, ces différentes recettes? Oui, il y a différentes recettes. Chez chaque personne qui prépare le thiéboudian, on peut dire qu'elle n'a pas perdu son lustre d'antan.
elle garde toujours ce riz sur d'antan, mais il y a une chose qui a été ajoutée, ce sont les bouillons. Donc comme l'a dit Penda, d'habitude nos grands-mères n'avaient pas l'habitude, ou ne connaissaient pas les bouillons. Ce qu'elles utilisaient, c'était des épices naturelles, comme des herbes ou bien même le poisson séché, ou bien même le symbium, donc qui est aromatisé, ou bien qui donnait un peu de goût à leur cuisson au ceebu jën. Maintenant, il se trouve que aujourd'hui, les jeunes filles, la nouvelle génération, pour elles, donc je n'ai rien contre elles, mais pour elles, la cuisson, donc il faut qu'elle soit épicée, et pour qu'elle soit épicée, il faut mettre du bouillon. Un peu de bouillon ou bien beaucoup de bouillon même qui souvent dépasse la limite et c'est pas très souvent considérable. Penda, dans votre reportage, Penda Mbaye, elle porte bien son nom. Oui, elle c'est Penda Sagne, mais Penda Mbaye, ceebu jën Penda Mbaye. Oui, c'est Penda Sagne qui prépare le ceebu jën Penda Mbaye. Donc le ceebu jën Penda Mbaye, digne d'un Sénégalais, donc reconnu, son origine vient de Saint-Louis pour certains, donc c'est Saint-Louis. Maintenant, elle prépare bien le ceebu jën. Elle a même dit qu'elle préfère le mérou, donc l'on appelle communément le thiof ou bien le capitaine. Donc pour avoir un bon ceebu jën, donc qui puisse être mangé par tout le monde. La cuisine de grand-mère. On parle de ceebu jën national, un plat bien sénégalais, cela est incontestable, mais la base qui est le riz n'est pas souvent national, pas produit localement. Qu'en dire? Le riz n'est pas produit localement. Souvent, on parle d'autosuffisance en riz, mais il se trouve que jusqu'à présent, notre ceebu jën ou bien notre fameux ceebu jën Penda Mbaye, qui est bien sénégalais, connu partout, donc même dans la sous-région, même en Gambie, en Mauritanie, il y a des gens qui préparent le ceebu jën, mais il se trouve que ce ceebu jën-là, la base qui est le riz, donc n'est pas produit localement la plupart du temps. Donc c'est du riz importé. Et la preuve, donc quand l'État a voulu distribuer de l'aide alimentaire d'urgence aux populations impactées par la Covid, le riz est importé, donc un riz importé qui sert à préparer un plat national, c'est un peu paradoxal. Donc d'où la nécessité donc d'investir dans l'agriculture, donc pour que les gens puissent avoir cette autosuffisance-là en riz et que le ceebu jën Penda Mbaye soit naturellement et entièrement sénégalais et local. Surtout la dimension culture. Parce que si nous avons traité ce sujet ceebu jën dans Bouillon culture, c'est qu'il y a tout un cérémonial, toute une culture derrière. Le ceebu jën est culturel et cultuel. Parce que comme je l'ai dit, cultuel, intéressant. Oui. Donc c'est ancré dans notre culture. Donc plus personne ne peut se passer de ce ceebu jën là à midi. Impensable ici au Sénégal de servir à midi donc du macaroni, du vermicelle, quoi que ce soit. On connaît le ceebu jën à midi ou à 13h. Il faut manger un bon ceebu jën, après prendre du thé ou aller faire du sport. Mais c'est culturel et c'est devenu encore culturel. À Saint-Louis, on mange un ceebu jën qu'on ne trouve nulle part ailleurs, mais il faut être très patient. Parce que c'est tout un cérémonial, toute une mise en place qui commence à 10h, 11h, mais vous n'allez pas manger avant 14h, 15h. Il faut tout préparer, chercher du bon poisson, aller au marché, choisir les bons légumes, les légumes frais pour avoir un bon ceebu jën. Et c'est normal. Un clin d'œil à Momar Alisnia et à Lecham qui se trouve du côté de Saint-Louis. Gardez-nous notre part. 19h45, je crois, Oussama Monique Sagna est ce soir à table du journal de 19h45. Bonsoir Oussama. Bonsoir Mamadou. Et c'est trop demandé, ton plat préféré? Ah Mamadou, je mange du tout, mais ceux avec de l'huile de palme, j'en raffole. Et on va en Casamance. Bien sûr. Bonsoir Oussama et bon journal. Merci Mamadou, on vous retrouve tout à l'heure après ce bulletin d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous, c'est parti pour un quart d'heure d'information. Boussobé Firdaus manque d'eau depuis plus de 10 mois. Ce quartier de la ville sainte de Touba souffre également d'un manque d'éclairage. Cette situation hante le sommeil des populations qui déplorent l'inertie à leurs yeux des autorités de la ville religieuse Gorondaklo. Touba Boussobé Firdausi, une localité qui manque de tout.
en cette période d'hivernage. C'est la croix et la bannière d'accéder dans ce quartier périphérique de la cité religieuse, d'où l'alerte de la population qui, selon elle, rencontre d'énormes difficultés depuis des mois. Nous réclamons de l'eau et de l'électricité, bien vrai qu'il y a eu des tuyaux dans tout le quartier, mais cela ne fonctionne pas comme prévu. Touba Djakanam a beau essayer, mais il a aussi des limites et l'association a fait un raccordement de 2 km ici et elle avait tout fait pour que l'eau puisse arriver à Mboussobé, mais depuis l'année dernière, l'eau ne coule plus des robinets dans ce quartier. À ce problème lié au manque d'eau s'ajoute également l'absence d'éclairage public. Nous cotisons pour la bonne marche de cette ville. Comme tous les autres quartiers, il y a des zones où personne n'habite et pourtant il y a des lampadaires. Mboussobé peine à avoir de l'électricité depuis des années. Nous courons derrière les autorités. Nous sommes des citoyens et nous avons droit à l'électricité. Venu s'enquérir des conditions que vivent les habitants de Mboussobé Firdausi, Serigne Ismaïla Mbacké tire à boulet rouge sur la démarche de l'autorité municipale. nañ leen andil ndox mi andil leen dund gi ñu doon séddale ndax buñ ne ay sénégalais koy jox ak ñi koy yittewoo ñi yittewoo nañ ko muy Mboussobé Firdausi. Je ne cesserai jamais de rappeler aux autorités leur devoir. Mboussobé doit avoir toutes les infrastructures de base. La population doit bénéficier de l'aide car il y a des familles démunies. Mboussobé Firdausi doit répondre de son nom qui veut dire paradis. Mais ce qu'on voit ici est paradoxal. L'autorité municipale n'a rien fait. D'ailleurs, Abdoulaye Hadka ne peut rien gérer. Mais il faut savoir que les habitants de Firdausi souffrent énormément. dafa ñaaw te ni ñuy def mooy ay xarit la ay lobby lay doon ay xarit dajale 20 tonnes dugal ko ci sa kër ak baadoolu mënu ko weesu. L'eau des robinets ne coule plus à Mboussobé Firdausi depuis plus de 10 mois malgré l'intervention de l'Office national des forages ruraux dans la capitale du mouridisme. Campagne agricole 2020, le satisfecit du directeur de l'agriculture, Omar Sen, fonde son sentiment sur l'appui de l'État en intrants et en semences. Il s'est exprimé en marge de la distribution de denrées alimentaires aux familles vulnérables de Médina Gounass et de Djiddah Thiaroye Kao. Mamadou Lamine Fati. La situation de l'agriculture au Sénégal est très satisfaisante selon le directeur de l'agriculture. Omar Sané s'est exprimé à l'occasion de la distribution de denrées aux populations de Médina Gounass et de Djiddah Thiaroye Kao. Nous avons presque terminé la distribution de l'arachide, de certaines spéculations comme le maïs, le sorgho, donc où les mises en place sont terminées. On est en phase de session. Donc les engrais aussi, on a un bon approvisionnement un peu du territoire national. Et là, je pense par rapport en fait à la pluviométrie aussi, nous avons un bon début d'hivernage qui a permis donc d'avoir une bonne humidité un peu partout au Sénégal. Donc ce qui a fait que les semis se sont généralisés. Il y a même des zones où on a commencé à constater des floraisons donc de l'arachide. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un peu partout une situation excédentaire, donc du point de vue pluviométrique. Du point de vue comportement végétatif aussi, nous avons un bon comportement végétatif. Une campagne agricole prometteuse, favorisée par la distribution des semences, avec l'appui du Fonds Force Covid-19. Augmenter le budget du programme agricole, qui est passé de 40 milliards à 60 milliards, pour permettre à ces producteurs-là, comme nous savons qu'ils ont été beaucoup touchés, parce que au niveau des revenus des ménages ruraux, donc il y a à peu près 30% qui sont issus donc des transferts. Et vous savez qu'avec le contexte de la Covid, que beaucoup de ménages ont été touchés. Et cela a fait que dans le budget du programme agricole, il a demandé à ce qu'il y ait des mesures de soutien, donc d'allègement et de subvention, pour que les intrants puissent être accessibles aux producteurs. Pour accompagner les populations en cette période de préparation de la fête de Tabaski, 400 kits alimentaires ont été distribués aux familles les plus vulnérables des communes de Médina Gounass,
et de Djida Tcharaïkaou. Une loi sur la réforme foncière au Sénégal bientôt votée à l'Assemblée nationale. C'est l'administrateur de l'Alliance pour la République qui l'indique. Un texte qui mettrait fin aux litiges fonciers devenus récurrents. Mayel Thiam rassure par ailleurs sur la volonté du gouvernement d'apporter une solution définitive à l'affaire Nengler-Sedima. Le responsable de l'APR était l'invité du jury du dimanche. Je crois que la solution définitive est en train d'être étudiée et doit surgir de la concertation. Il n'y a pas que Dengler où on peut trouver 300 hectares. Et je pense que la concertation qui a déjà été entamée avec la facilitation de certains membres du gouvernement devra forcément aboutir à un accord. Et je ne pense pas qu'on va vivre un blocage éternel sur cette question. Il y a un titre foncier, mais il y a également un vide, n'est-ce pas, sur ce problème-là. Vous savez, la loi, l'Assemblée nationale ne va pas légiférer que pour un cas. Quand on légifère, c'est de manière générale. Et il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte avant de régler définitivement ce problème foncier-là. Et d'ailleurs, c'est la volonté, c'était ça justement la motivation du président de la République en commettant la Commission nationale de réforme foncière. Mais simplement, il y a des imprécisions sur les modalités d'application des recommandations. Ce rapport va être dépoussiéré. Vous savez, le président de la République est quelqu'un qui prône l'efficience. S'il a utilisé les ressources, l'expertise de la Commission nationale, s'il l'a sollicité, c'est pour l'utiliser. Et puis la crise sociopolitique au Mali, les membres du Congrès de la Renaissance démocratique contestent le choix de Macky Sall dans le pool des médiateurs de la CEDEAO. L'administrateur de l'APR minimise. Mayel Thiam estime qu'ils ignorent les enjeux de la crise malienne. Par ailleurs, le premier vice-président du HCCT n'est pas contre la formation d'un gouvernement de majorité élargie. Il pense que le président pourrait bel et bien travailler dans le futur avec des opposants. Compte rendu chez Hassan Fall. Aller au-delà des intérêts politiques pour penser à la stabilité de la sous-région. Voilà l'invite de Mayel Thiam à ceux qui parlent d'échec de la médiation présidentielle au Mali. Selon l'administrateur de l'Alliance pour la République, la médiation est loin d'avoir échoué, car l'intérêt de la rencontre était de poser les jalons d'un dialogue entre les différents protagonistes. Moi, je suis désolé de constater que des Sénégalais restent exilés dans les ténèbres du nihilisme. Il ne faut pas rêver qu'on puisse régler ce problème avec un coup de bâton magique. Les chefs de la mission des chefs d'État, l'objectif préalable, c'était de poser les bases d'une concertation. Et ça a été réussi. Attendons les résultats de la conférence de la CEDEAO qui seront également attachés aux résultats obtenus par la mission des chefs d'État. Une quête de stabilité qui n'est pas simplement l'affaire des Maliens. Certaines indiscrétions révèlent un probable remaniement ministériel avec un éventuel gouvernement de majorité élargie. Une hypothèse qui ne serait pas irréaliste pour le compagnon du chef de l'État. Ce ne sera pas un événement. Il a toujours pratiqué l'ouverture, c'est ce que je veux dire. Donc, et jusqu'à présent, il reste fidèle à sa vision. Donc, si le président de la République juge qu'il y a des Sénégalais dans l'opposition et qui ont des capacités dont il a besoin, il les utilisera. Ceci n'est pas du tout l'expression d'une faiblesse politique. Ça, c'est extrêmement important. Toutefois, cet appel à l'ouverture n'est pas signe de faiblesse pour le premier vice-président du HCCT, car pour lui, les ambitions de l'APR sont loin de s'arrêter à la présidentielle de 2024. Une plus dommage pour l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Sadibou Fall, repose désormais au cimetière de Yoff. Parents, amis et proches ont assisté à la levée du corps ce matin à l'hôpital principal. Cheikh Sadibou Fall, décédé ce 21 juillet en France à l'âge de 69 ans. Souleymane Meng et Adamassar. Que d'émotion à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Cheikh Sadibou Fall, papa, tu nous manqueras. Nous t'aimons
et que Dieu t'accueille dans son paradis céleste. La levée du corps de l'ancien ministre de l'Intérieur, Cheikh Sadibou Fall, est fortement marquée par l'hommage rendu par ses enfants. Notre père, Papa Cheikh Sadibou Fall, a quitté le Sénégal à contre-cœur pour des raisons de santé. Il a ainsi rejoint ses enfants à Toulouse, où il était soigné durant tout son séjour. À l'étranger, le seul souhait de notre père, c'était de revoir la patrie qu'il aimait tant, et ce, peu importe les conditions. Malheureusement, le sort a fait qu'il n'y retournerait plus de son vivant. Au-delà de cet aspect, c'était un homme au grand cœur, un mari dévoué et un père qui aimait ses enfants plus que tout au monde. Nous avons ce souvenir où, un soir, comme beaucoup d'autres soirs, nous étions autour de lui, l'écoutant nous conter les expériences de sa vie, et soudain, il s'arrêta, poussa un grand soupir de soulagement, accompagné d'un sourire lumineux, et nous dit que c'est bon d'avoir des enfants. Maître Ousmane Ngom retient du défunt un homme de qualité et de valeur. Il lui a succédé au ministère de l'Intérieur. Cheikh Sadibou Fall était un homme pétri de qualité et de valeur. Au-delà de la politique ou au-delà de l'État, c'était un homme qui avait des relations humaines avec tout le monde, avec une très grande jovialité, une très grande urbanité. J'ai dit que c'est un professionnel avéré, un expert, qui s'était fourvoyé dans la jungle de la politique. Un homme politique, certes, Cheikh Sadibou Fall était aussi un expert maritime, cargaison. Après la parenthèse politique et diplomatique, il est revenu à son métier en se soumettant à toutes les exigences de la profession d'expert. Ses participations aux activités de l'ordre et à celles de la section maritime cargaison laissaient entrevoir l'immense apport à la profession. L'Ordre national des experts du Sénégal perd ce matin un des siens, dont la contribution à l'élargissement des pouvoirs et compétences de la profession n'est plus à démontrer. Cheikh Sadibou Fall est décédé en France à l'âge de 69 ans. L'ancien maire de Fann.E Amitié repose désormais au cimetière de Yoff. Le report des JOJ, une occasion pour les athlètes de se bonifier, c'est la conviction de Mohamedou Fadel Ndiaye. Son rêve de médaille n'est que partie remise. Ce jeune gymnaste ne baisse pas les bras. Son portrait est signé Saïkou Seydi. Moi, je compte beaucoup y participer afin d'avoir des médailles, de l'or surtout. C'est ça mon objectif. C'est ainsi que parlait ce jeune gymnaste, Mohamed Fadel Ndiaye. Nous étions au mois de janvier 2020. Jusqu'à ce jour, les Jeux Olympiques de la jeunesse étaient prévus en 2022. J'ai un peu eu des regrets à cause du repoussement, mais c'est pas grave, je vais encore plus m'améliorer. Âgé seulement de 15 ans, il avait un rêve, celui de remporter une médaille olympique en 2022 à l'occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar. Rêve qui s'est pour le moment transformé en déception. Les raisons, comme nous le savons tous, le report des JOJ en 2026. Partager un peu sa déception, parce qu'il était parti quand même pour compétir à un plus haut niveau. C'est son ambition et il est passionné de gymnastique. Donc voilà, ça a dû le perturber un peu, mais très légèrement, puisque c'est un report. Disons que ça lui donne l'occasion encore de mieux se préparer pour atteindre ses objectifs. Une décision certes justifiable, mais amère pour ce jeune qui rêvait d'y participer. Mais il ne compte pas lâcher prise et croit toujours en ses rêves. Sûrement, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mon père m'a inscrit et mon coach m'a beaucoup aidé et j'en suis fier. Je ne sais pas encore si je vais y aller, c'est mon coach qui décide, mais je compte beaucoup y aller, ça me ferait plaisir. Nous avions beaucoup d'espoir sur Fadel, mais malheureusement, les Jeux ont été repoussés. Maintenant, nous allons faire de notre mieux pour former d'autres Fadel en 2026.
Entre-temps, il va falloir se bonifier pour les compétitions à venir. Nous avons les Jeux africains qui arrivent à grands pas. Mohamed Fadel Ndiaye fait partie de ce lot de jeunes athlètes sur qui l'espoir de tout un peuple reposait pour glaner des médailles olympiques en 2022. Des jeunes sur qui les responsables de discipline comptent toujours pour conquérir le monde lors des échéances futures. Et vous ferez davantage connaissance avec ce jeune athlète ce soir dans Omnisport. Coronavirus à présent, voici le point de la situation du jour. 4 décès ont été enregistrés et sur 1367 tests réalisés, 129 sont revenus positifs. Les détails avec le directeur de la prévention. Sur 1367 tests réalisés, 129 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,44%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 116 cas contacts suivis par nos services et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Saint-Louis 4, Keur Massar 2, Mbour 2, Fann Hock 1, Guédiawaye 1, Khombol 1 et Médina 1. Mbao 1 également. Médina 1. 45 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 50 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce samedi 25 juillet 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 9681 cas ont été déclarés positifs, dont 6409 guéris, 191 décédés et un coup de projecteur sur l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire désormais tous les dimanches. Éclair vous initie, vous rafraîchit la mémoire sur les différentes notions autour de l'environnement. Objectif, vous accompagner à mieux appréhender les enjeux du développement durable. Ce dimanche, Moustapha Gabar Diop nous parle des gaz à effet de serre. L'effet de serre est un phénomène naturel permettant de contrôler la température d'une planète dotée d'atmosphère. Sur Terre, une partie du rayonnement solaire est directement envoyée dans l'espace. L'autre partie est absorbée par la croûte terrestre et les océans. Une chaleur qui par la suite sera restituée à l'atmosphère sous forme de rayonnement infrarouge. Et c'est là qu'intervient le phénomène. Une partie de ce rayonnement repart vers l'espace, tandis que l'autre est piégée par les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Puis la chaleur est à nouveau renvoyée vers la surface qu'elle réchauffe selon la concentration des gaz à effet de serre. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou CO2, l'ozone, le méthane ou encore le protoxyde d'azote sont les gaz à effet de serre naturellement présents dans l'atmosphère. Sans gaz à effet de serre, la Terre serait une boule de glace flottant dans l'espace. Sa température moyenne de 15 degrés Celsius serait très inférieure, environ de moins 18 degrés. Pour comparaison, la température moyenne sur la planète Vénus est de 462 degrés Celsius à cause de son énorme effet de serre. Même si nous sommes encore loin de ces températures extrêmes, notre planète se réchauffe petit à petit du fait de l'activité humaine. Depuis le début de l'ère industrielle, l'exploitation croissante des combustibles fossiles tels que le charbon, le pétrole ou le gaz naturel entraîne des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre. À cela vient s'ajouter la déforestation qui réduit le stockage du CO2 et les émissions de méthane de l'élevage intensif. Ce qui occasionne l'augmentation globale des températures. Les glaces polaires fondent et le niveau de la mer augmente, causant des dérèglements climatiques sans précédent.
La conjugaison de tous ces facteurs risque d'accélérer l'accroissement de l'effet de serre jusqu'à ce qu'il devienne hors de contrôle. C'est là tout l'enjeu des actions engagées au niveau mondial pour lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir le développement durable et la résilience. Sur le court terme, de légères modifications de la température pourraient avoir de lourdes conséquences sur la faune et la flore. D'après certaines études, la 6e extinction de masse serait déjà en cours. Depuis 1970, la Terre a déjà perdu plus de 58% de ses espèces vertébrées. C'est notre écolo. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, on reste ensemble. Je vous donne rendez-vous à 21h dans Jeunes Femmes Dynamiques. On parle de l'activisme des femmes au Sénégal. Mais en attendant, je vous laisse avec Mamadou Ibra Kane pour la suite de la totale. Merci beaucoup. Merci Oussama, merci pour le journal. Rendez-vous est pris avec cette émission à ne pas rater du tout. Jeunes Femmes Dynamiques, je vous la recommande. Merci Oussama, bonne soirée. Notre diplomate est une femme, l'historienne Pendambo, professeure d'histoire et ancienne ministre de la Culture. Bonsoir Pendambo. Oui, bonsoir Mahmoud Ibra. Vous êtes en direct de Dakar et je précise que vous enseignez l'histoire médiévale. Alors je vais citer quelqu'un, Pendambo, avant de vous poser ma question. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Fin de citation. Qui parle ou qui parlait ainsi, Pendambo? J'avoue, Mahmoudou, que j'étais dans la salle lorsque le président Sarkozy prononçait ce fameux discours de Dakar. Il y avait un aéropage d'intellectuels africains, de grands penseurs qui étaient là, mais les réactions contre le discours de Nicolas Sarkozy étaient venues tout d'abord des jeunes Africains qui vivent en France et qui avaient accompagné le président Sarkozy au cours de ce voyage en Afrique. Ils ont manifesté, dès la prononciation du discours, leur profonde déception devant nous. Et après, ils revenaient aux africanistes qui vivent en France de réagir contre ce discours de Sarkozy et pousser les Africains eux-mêmes à avoir diverses réactions à leur tour, que ce soit à travers la publication d'ouvrages ou dans des débats. Et il y a eu pendant plusieurs mois et jusqu'à ce jour des réactions contre le fameux discours de Dakar. Cela fait 13 ans maintenant. L'ancien président français exprime aujourd'hui dans un ouvrage ses regrets pour son célèbre ou fameux discours de Dakar en juillet 2007. Des regrets quant à la forme, mais il ne change pas une virgule, on le dira ainsi, sur le fond. Quelle réflexion le Sarkozy d'après-pouvoir et de 2020 par rapport à sa relecture du discours dit de Dakar tenu à l'université Cheikh Anta Diop? Moi, je pense que les réactions étaient tellement violentes qu'aujourd'hui, Sarkozy est en train de chercher à se réconcilier un tant soit peu avec l'élite africaine. Ce discours de Dakar, à mon avis, nous interpelle, nous, en tant qu'Africains. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qui nous intéresse par rapport à ce contenu? Il ne change pas quant au fond de son discours. Mais ce qui m'intéresse,
par Mais rapport il reconnaît avoir commis une erreur dans la forme. C'est une erreur parce que c'est un homme politique et il n'a pas le droit de commettre une telle erreur. Vous savez, avec ce discours de Dakar, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que l'homme politique français n'avait pas pris la tâche des universitaires et africanistes pour avoir une vision sur le long terme de l'Afrique et de la situation en Afrique. C'est-à-dire, ce discours a été, à mon avis, on a beaucoup accusé Henri Guénaud, c'était un discours élaboré par des politiques. Or, quand il s'agit d'idées de cette nature, il faut absolument s'appuyer sur les recherches et les grands savants qui existent en France et qui ont produit énormément par rapport justement à la situation, à l'histoire africaine. Mais il ne l'a pas fait. Il y a des géographes, il ne l'a pas fait. Contrairement aux États-Unis. Aux États-Unis, le département d'État ne prend pas de décision de cette nature. On ne prend pas le risque de parler ainsi de l'Afrique sans avoir pris la tâche d'universitaire. Je me souviens en 92-93, alors que j'étais Fulbright dans le Michigan State. Un jour, le département d'État devait prendre une décision sur le Cameroun et on m'avait appelé pour demander si je connaissais quelqu'un qui travaillait sur le Cameroun et qui avait une vision très claire du Cameroun. À cette époque, African Studies où j'étais, il y avait Nicolas van der Welt qui était un spécialiste du Cameroun et le département d'État a travaillé avec Nicolas avant de prendre sa décision. C'est comme ça. Et ça, je crois que ça, c'est le propre de la France. La France a tendance, pour ce qui concerne l'Afrique francophone, de ne pas tenir compte véritablement de l'évolution des travaux, de la réflexion, du niveau de réflexion. Et ça a été la grosse erreur de Nicolas Sarkozy, de ne se fier qu'à ses conseillers en laissant de côté tous les africanistes. J'ai vu une réaction très violente de Catherine Kokri, par exemple, Vidrovitch, qui est le professeur de personnalités comme Achille Mbembe, Ibrahim Choub, tant d'autres universitaires. Et tous ces universitaires ont été laissés en rade par Nicolas Sarkozy avant pour élaborer son discours. Et ça, je crois que ça a été son erreur. Oui, Bernabo, pourtant, il dit, lui, Nicolas Sarkozy, qu'il est un amoureux de l'Afrique. Je le cite encore. Je le regrette d'autant plus que j'aime profondément l'Afrique et les Africains. Sarko, l'Africain. Moi, j'étais dans la salle. Je peux vous dire que dans l'immédiat, il n'y avait pas eu toute cette charge émotionnelle. Même vis-à-vis de tous ces universitaires qui étaient justement dans l'amphithéâtre de l'université de Anta Diop de Dakar. C'est-à-dire ce qu'on reproche surtout à Sarkozy. Et ça, je crois qu'il faudra c'est le paternalisme. Les Français ont du mal à se départir de ce paternalisme et ils voient l'Afrique comme un continent figé qui n'évolue pas, qui est toujours dans cette perception où le colonisateur avait peut-être trouvé les Africains et c'est totalement faux. Sarko l'Africain, c'est une forme de paternalisme? Absolument. Je crois que c'est absolument, peut-être qu'il ne le disait pas avec méchanceté, mais il pensait dire la vérité devant le sous-développement, les difficultés que nous rencontrons, les questions d'autosuffisance alimentaire et le fait de cultiver la terre, de ne pas aller vers une culture d'irrigation. Il y a des choses, des critiques que nous devons accepter. Mais Nicolas Sarkozy continue à penser, comme beaucoup de Français, que cette Afrique, qui a été dominée par la France pendant très longtemps, c'est une Afrique qui n'arrive pas justement à évoluer. On ne voit pas tout le bouillonnement et les transformations en cours au niveau des sociétés africaines. Alors, le temps des tempêtes, c'est le titre de l'ouvrage de Nicolas Sarkozy. Il dit la colonisation fut une faute, ou il l'avait dit lors du discours de Dakar, la colonisation fut une faute, mais le drame de l'Afrique vient aussi de l'Afrique. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Pour vous, c'est ce qu'il a ajouté qui a tout gâché? Non, c'est vrai. C'est-à-dire, on a oublié tout le reste du discours pour ne se focaliser que sur cette phrase. Ouais. C'est-à-dire, le grand problème que nous avons, et je le dis face à tout ce débat sur Faidherbe, etc., nous, Africains, si nous voulons nous en sortir, moi, c'est la raison pour laquelle j'avais refusé de participer à toutes ces réponses qui étaient faites à Nicolas Sarkozy, c'est que nous devons dominer notre histoire. Si le jour où nous dominerons notre histoire, nous arriverons à régler nos problèmes sans nous référer continuellement à notre passé,
par rapport à la traite négrière ou à notre passé par rapport à la Mais colonisation. justement, ça nous amène à évoquer, mais c'est une petite parenthèse, un sujet d'actualité, puisque vous en avez fait allusion. La statue de Faidherbe à Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Vous savez, nous les historiens, les traces de l'histoire, toutes les traces de l'histoire, les lieux des mémoires, nous en avons besoin pour écrire l'histoire. Vous savez, on fait beaucoup d'anachronismes et ce n'est pas le propre de l'historien. C'est-à-dire l'historien met toujours ou replace toujours une réalité des faits qui se sont passés au cours de l'évolution. Et vous savez, l'histoire de l'humanité est faite de domination, de lutte, de violence, de contre-violence, etc. C'est-à-dire, toute l'histoire de l'humanité est basée sur des rapports qui sont des rapports à la fois inégalitaires, des rapports injustes et des rapports qui ne reflètent pas, si vous voulez, l'humanité. Oui, mais la statue de Faidherbe, il faut la remettre à sa place à Saint-Louis. Moi, vous savez, je n'ai pas... je donne un exemple. Quand il y a eu les bombardements sur l'Irak, il y a plusieurs années, quand les Américains avaient commencé à bombarder l'Irak, il y avait le professeur Abdoulaye Bathily, le professeur Chentouf de l'Algérie, et moi-même, nous avions initié une pétition à l'échelle africaine à travers le Code Esria pour qu'on ne détruise pas la ville ronde de Bagdad Al-Mansour. C'est-à-dire, nous les historiens, nous sommes attachés à toutes les traces de l'histoire, quelle qu'elle soit. Vous dites donc, ne détruisez pas la statue de Faidherbe. Ne détruisons pas les monuments historiques. Remettez-la à sa place. C'est ce que vous dites. Vous mettez Faidherbe à sa place. Vous mettez Faidherbe dans un musée. Il y a tellement de passion que nous, les historiens, nous relativisons. C'est vrai, j'ai l'habitude de discuter avec mon ami René et tous les autres. Parce que si demain, on détruit les traces de l'histoire, si nous voulons faire de l'archéologie, par exemple, dans le Moyen-Âge, j'ai fait faire travailler mes étudiants pendant longtemps, vous savez sur quoi? Sur un bout du manteau de Charlemagne qui est gardé au musée de Cluny à Paris. Si nous enlevons tous ces monuments parce que ce n'est pas conforme à notre vision du monde et nous ne pouvons pas plaquer notre vision actuelle sur l'histoire, sur le passé, et ça suscite tellement de passion, je pense que demain, ça va nous poser des problèmes. Et vous savez, l'histoire de Faidherbe fait partie intégrante de l'histoire du Sénégal, qu'on le veuille ou non. Que l'on soit d'accord ou pas. Non, n'est pas pour personne ne veut être colonisé, mais la colonisation fait partie intégrante. Et tant que nous menons ces débats sur la traite négrière, etc., nous n'arriverons jamais à dominer notre histoire. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est mettre entre parenthèses, j'avais l'habitude de dire le jour où on saura pourquoi nous avons été vulnérables, si vulnérables pour avoir été à la fois sujet de la traite négrière et la colonisation, nous réglerons notre problème. Très bien. Penda Mbow, nous allons terminer cet entretien sur Sarkozy. Il a exprimé ses regrets, mais il a dit sur la forme, le fond, il le maintient. Ma question est de savoir, est-ce qu'il faut lui accorder le pardon, mais pardonner quoi, non, finalement? Je pense que ce que nous devons faire aujourd'hui, que ce soit Sarkozy ou n'importe quel autre homme politique français, il nous faut, je ne dis pas créer les conditions d'une rupture, mais refuser que le débat en Afrique, sur le débat, la question des idées soit dominée et déterminée à partir des idées qui sont émises en France. Le jour où on arrivera à émettre, avoir notre pensée autonome qui viendra essentiellement de nous et ne pas... Mais beaucoup de pays ont connu la colonisation, même la France elle-même, elle a connu la domination. Par-ci, par-là, si aujourd'hui la France est arrivée à se réconcilier avec l'Allemagne, jusqu'à faire l'Europe, l'Union européenne, c'est parce que la France est arrivée justement à mettre entre parenthèses toutes ces défaites. Il y a un livre excellent qui a été écrit par Marc Bloch, L'étrange défaite. Toutes les défaites de la France que la France a connues depuis l'Antiquité jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, avant qu'il ne soit justement exécuté, lui, Marc Bloch, il en parle et il dit pourquoi ce pays ne connaît que des défaites. Or, la France a su mettre entre parenthèses toutes ces défaites-là pour se présenter comme un pays
leader, un pays extrêmement important, nous aussi, nous devons mettre entre parenthèses tout cela pour que nous arrivions aujourd'hui à dominer notre histoire et à transformer justement ce vécu que nous avons connu à travers le passé en atout pour nous développer et faire face aux défis qui nous interpellent dans notre Penda. Je sais que vous êtes très passionné par l'histoire. Nous aussi, vous étiez la diplomate de ce dimanche. Merci. Merci. Ailleurs à nous mène au Mali, comme vous le savez, jeudi, 5 chefs d'État de la sous-région, la CEDEAO, se sont rendus à Bamako pour une médiation entre le président Ibeka et son opposition, mais aussi d'autres structures de la société civile. Aucune solution pour l'instant et ces chefs d'État vont se retrouver en sommet extraordinaire, non pas à Abidjan comme il a été dit dans les titres, mais en visioconférence. Contexte oblige, comme vous le savez, Bamako va suivre de très près cette rencontre que certains appelleraient de dernière chance. Nous retrouvons notre correspondant dans la capitale malienne. C'est dans la ferveur que la troisième mission de bons offices de la CEDEAO a été accueillie dans la capitale malienne. Entre les soutiens au régime et ceux du mouvement du 5 juin du Rassemblement des forces patriotiques, chacun voulait faire lire ses revendications par la délégation des 5 chefs d'État. Cette délégation a rencontré, en plus du chef de l'État malien, l'ensemble des parties prenantes à la crise sociopolitique. La majorité présidentielle a salué l'initiative de la Commission et invité à des sacrifices. Pensons que depuis le début, la CEDEAO a fait des propositions crédibles, en tout cas une base crédible de discussion. Aujourd'hui, nous avançons petit à petit et il conviendra que les acteurs politiques maliens fassent leur part d'effort. Parce qu'aucune crise de cette ampleur ne peut être résolue sans un certain nombre de sacrifices. Le mouvement du 5 juin qui organise des manifestations depuis le début du mois de juin et qui a décrété la désobéissance civile le 10 juillet dernier avant d'observer une trêve pour cause de Tabaski n'est pas totalement satisfait au sortir de la salle de négociation. Nous sommes vraiment satisfaits et reconnaissants à l'endroit des chefs d'État qui ont quitté leur pays et sont venus nous rencontrer pour discuter. Mais en vérité, je ne suis pas totalement satisfait. Nous n'allons pas prendre tout ce qu'on nous a dit comme argent comptant. Nous allons prendre le temps de réfléchir et de voir ce qu'il en sera. Après toute une journée de rencontres, les chefs d'État ayant constaté les blocages ont remis leur décision finale au lundi 26 juillet lors d'un sommet extraordinaire de l'ensemble des présidents de la CEDEAO. Je suis optimiste, je fonde l'espoir qu'une solution sera trouvée, mais nous avons décidé de faire un compte-rendu à l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO dans le cadre d'un sommet extraordinaire qui est convoqué pour le lundi 26 juillet prochain. Et donc, à l'issue de ce sommet-là, je pense que la CEDEAO prendra des mesures fortes pour accompagner le Mali. Dans un contexte de crise sécuritaire et sanitaire et en prélude à des élections présidentielles dans la sous-région, la résolution de la crise malienne s'avère délicate. Si jamais cette crise ne prenne pas fin, eh bien, ça peut effectivement impacter sur toute la sous-région. Il y a quelqu'un qui a, c'est vrai, on dit souvent que le Mali constitue une digue pour l'Afrique. Et si jamais cette digue venait, n'est-ce pas, à partir, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera effectivement impactée. Et c'est ce que nous voulons éviter en tant que chef traditionnel, en tant que légitimité traditionnelle. En tout cas, ici à Bamako, l'on se réjouit du dialogue enclenché et espère une solution heureuse qui va contenter toutes les parties au terme du sommet extraordinaire en visioconférence de demain lundi 26 juillet. Sangoulé Danyoko était à Bamako. Notre rubrique Tranche de vie maintenant s'intéresse à la maltraitance d'une dame à Sacré-Cœur la semaine dernière. Ce qui a surtout choqué l'opinion, ce sont les attouchements dont elle a été victime. Des garçons
ont voulu profiter des soupçons de vol qui pèsent sur elle pour tenter de la violer. La vidéo a fait le tour du web. À la rencontre de ceux qui connaissent cette dame originaire de Thiès, c'est un reportage d'Oumar Khan, aidé en cela par Souleymane Beng pour les images. Qui n'a pas encore vu cette vidéo? Une fille ligotée, tripotée, à la limite harcelée parce qu'elle serait une voleuse. Cette fille, Mam Maktar Gueye de Djamra la connaît très bien. Il connaît bien sa famille et ses parents. Que cette fille appartient à une famille honorable. Depuis 15 ans, Djamra connaît son père, Aladji Malik Ndoui, qui a eu à travailler avec le défunt Abdoulatif Gueye, avec l'imam Moussa Gueye de la RTS, avec Aladji Maodo Sylla et beaucoup d'autres religieux, et même avec l'église. Donc quand j'ai appelé son père, ça a été des retrouvailles très agréables. D'ailleurs c'est lui-même qui a eu, puisque c'était le téléphone, on ne se voyait pas, qui a eu à me faire ses rappels, à me rafraîchir la mémoire. Et tout de suite je me suis souvenu de qui il était. Une famille pieuse, respectable, sans histoire, et dont la victime, encore une fois, est une fille qui a été très appréciée dans son quartier. Une fille très appréciée, titulaire d'un bac+5, mais qui, depuis le mois de mai, traîne avec quelques troubles psychiatriques. Vers le mois de Ramadan passé, c'est en ce moment-là qu'elle a été pour la première fois l'objet de troubles mentaux. Et ses parents avaient réagi très vite parce que c'était la première fois que cela lui arrivait. Et par les soins d'un médecin qui exerce au centre psychiatrique de Thiaroye, on lui a prescrit un traitement qu'elle a suivi de manière très assidue avec l'aide de ses parents. Et en un temps record, en moins de 2 mois, elle avait retrouvé son équilibre. Et son médecin traitant lui avait fait une prescription portant autorisation de reprise de travail. Donc ça fait à peine 3 semaines qu'elle a repris le travail. Le jour des faits, la bonne dame aurait quitté son domicile pour aller au travail. Elle est sortie plus tôt que d'habitude pour faire quelques courses. En passant à Sacré-Cœur, plus précisément, c'est là qu'elle a rechuté. Elle entre dans un premier magasin en saluant le commerçant de manière correcte parce qu'elle a eu une très bonne éducation. Elle a fait quelques emplettes, des foulards, des t-shirts et puis une petite robe. Et au moment de payer, lorsque le commerçant lui a dit que voilà, vous me devez tant, et c'est là que du tic au tac qu'elle a changé, en se montrant très agressive vis-à-vis du commerçant, en lui disant « Fayouma la dara ». Les voix se sont élevées, ils se sont tous les deux invectivés, et finalement elle a été expulsée manu militari de la boutique. Elle a donc quitté la première boutique pour entrer dans la deuxième. Et c'est alors que le premier commerçant est allé la devancer pour dire aux autres de cette boutique, ne la laissez pas entrer, c'est une voleuse, elle vient de chez moi, etc., etc. Alors eux aussi, ils ont pris ça pour argent comptant. Et leur réaction a été très amère. La suite, vous la connaissez. Actuellement, la dame est internée à l'hôpital d'Al Djam et les auteurs de la vidéo arrêtés. Ils seront jugés le 30 juillet 2020 pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine. Un des moments les plus attendus de la Totale dimanche, le monde des animaux, direction le technopole de Pikine, la seule réserve entièrement naturelle d'Afrique de l'Ouest, un site désormais classé et bien protégé par les agents des eaux et forêts. Et vous devinez aisément que ce ne sont pas les oiseaux qui se feront prier pour y habiter. Connaissez-vous le cormoran ? Découverte signée Madame l'amie des animaux ici à ITV. Les cormorans, des oiseaux aquatiques. L'expression défie les lois de la logique et celle de la gravité, et pourtant la réserve naturelle du Technopole en regorge. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à venir passer la journée à Dakar. Ils font partie des 233 espèces recensées et reconnues par les agents des eaux et forêts.
C'est un oiseau qui n'est pas de grande taille, environ, donc si on fait l'estimation, ça fait soit 1,8 kg, voire 3 kg, pas plus. Donc par son envergure, c'est-à-dire au vol, l'oiseau peut mesurer entre 80 et 100 cm, cela veut dire 1 mètre pratiquement. Donc il est distingué par son pelage et surtout au niveau de ses pattes, qui sont des pattes palmées, ce qui lui permet d'être un très bon nageur et un très grand pêcheur donc, au niveau de ce lac. À y regarder de plus près, nos cormorans n'ont pourtant pas tous la même robe. Et pour cause, le Technopôle accueille 2 des 36 espèces de Phalacrocoracidés que compte la planète. On a 2 types, on a le grand cormoran et le cormoran africain. Quand on parle du grand cormoran, c'est par rapport à sa morphologie. D'habitude, le cormoran africain, il a une tache au niveau donc, de sa poitrine. Et quant à le grand cormoran, pratiquement, quand il est mature, c'est un cormoran qui a tout à fait une couleur noire. Grand cormoran ou cormoran africain, les 2 espèces ont peu ou prou les mêmes habitudes, un emploi du temps bien réglé que les équipes des eaux et forêts connaissent bien. Elles font donc tout pour accueillir nos oiseaux de la meilleure façon qu'ils soient. Ce sont des oiseaux migrateurs partiels. Parce qu'ici, au niveau de Technopôle, ce n'est pas un lieu de reproduction, mais c'est un lieu de repos, c'est un lieu où ils vont chercher donc de la nourriture. La nuit, avant la tombée de la nuit, vers 19h, on les voit tous en vol vers soit les îles de la Madeleine ou bien le parc de Han. C'est là où ils reproduisent. Le matin de très bonne heure, vers 6h, on les voit encore revenir pour chercher de la nourriture. Les cormorans sont exclusivement piscivores. Ils se nourrissent des poissons qui se trouvent dans le lac. Leur technique d'approche est d'ailleurs bien rodée. Un protocole systématique qui met à profit aussi bien leurs ailes que leurs pattes palmées. D'habitude, quand ils font la pêche, donc ils sont obligés de faire bouger les poissons. Et pour bouger les poissons, il va falloir créer un bruit. D'où quand ils battent les ailes en volant, ces poissons vont être perturbés et top, ils vont planer, plonger et prendre le poids et repartir. On sait que le cormoran il a un cou un peu long. Donc au niveau du cou, donc on a une sorte de poche qui lui permet d'avoir un garde-manger. Et ce garde-manger, donc par rapport à sa dimension, peut contenir jusqu'à 300 à 500 grammes de poisson. D'où maintenant que quand on les dit qu'ils sont de très bons chasseurs, il y a une concurrence massive entre la pêche qu'on a trouvée ici et le besoin de ces oiseaux en nourriture. Après avoir mangé, les cormorans ont l'habitude d'aller se sécher et se reposer en hauteur, bien à l'abri dans les feuillages. L'occasion également, après la période de reproduction, de couver les petits à naître. Ils se reproduisent à l'âge de 2 à 3 ans. Et ils ne font qu'une seule couvée, donc au moyennant 3 à 4 œufs. Leur période de nidification s'étend donc du mois de mai, avril et peut-être début juin. Donc en fabriquant des nids avec les pailles, avec les branches et consorts, effectivement, donc ils vont pondre des œufs et faire la couvaison, après maintenant laisser donc les petits partir. Ils peuvent faire des nids au niveau des arbres, mais aussi sur le sol aussi, ils peuvent au niveau des plages, parce qu'il y a certaines plages donc, où on peut trouver des nids de cormorans donc, présents donc, au niveau de cette partie. Pendant un mois, la femelle va couver les œufs. Ce n'est pas tout simplement la femelle qui va couver, c'est extraordinaire. Le mâle aussi va jouer ce rôle. D'où vraiment donc, la rapidité de faire la couvaison pour une durée maximum donc, de 28 à 31 jours. Un mode de vie entre les airs et les eaux qui permettent à nos cormorans de vivre une existence tranquille et prospère. S'ils parviennent à rester à bonne distance des quelques aigles pêcheurs à qui il leur faut prêter garde, ils peuvent espérer chanter jusqu'à une 20aine d'années. Et j'ai gardé ton nom pour la fin. Bonsoir Kesen. Bonsoir Mamoudou. Des oiseaux migrateurs partiels, ils viennent d'où ? Eh ben en fait, on parle d'oiseaux migrateurs partiels tout simplement parce qu'il n'est pas rare d'observer une scission au sein des groupes de manière générale. Ils ont tendance à voyager tous ensemble, mais si certains se sentent bien à un endroit particulier, une partie du groupe peut décider de se sédentariser en quelque sorte et de rester sur place, d'y trouver sa nourriture ou quoi. En général, c'est quand il s'agit, quand ils trouvent un milieu relativement favorable comme celui du Technopôle. Et il faut savoir à la question
question d'où est-ce que viennent les cormorans, que les cormorans font partie des rares espèces qui ne sont absolument pas menacées et que l'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Donc au Sénégal, au Technopole de Dakar, on retrouve des oiseaux qui peuvent venir aussi bien des États-Unis que d'Europe et qui convergent vers Dakar avant encore une fois, d'être redistribués aux 4 coins du monde pour ceux qui n'auront pas décidé de s'installer, comme beaucoup, au Technopole. Alors, si certains restent, ça veut dire qu'ils se sentent bien au Technopole, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est exactement ça. Le lieutenant Diop qu'on a vu à l'écran et ses équipes font tout pour que l'environnement des oiseaux, des cormorans, mais aussi des 233 autres espèces qui se trouvent sur les lieux, ne soient pas menacées ni agressées. Donc, on limite les agressions à l'environnement des animaux. On s'assure également qu'ils ont la quantité de nourriture nécessaire à leur survie. Alors, ça s'inscrit comment concrètement? Il faut savoir qu'il y a une zone industrielle dans le Technopole, donc avec des camions qui traversent. Les cormorans ont besoin de tranquillité, donc ça veut dire réussir à intégrer ces travailleurs-là qui étaient déjà là au moment où on a fait du Technopole une réserve naturelle, essayer de les intégrer à la préservation des espèces qui s'y trouvent. C'est également aussi empêcher les gens de venir couper l'herbe qui se trouve au sol, tout simplement parce que certains oiseaux y pondent leurs œufs, empêcher les gens de venir manger les poissons des oiseaux, donc les empêcher de venir pêcher au sein même du lac. Et c'est toutes ces petites actions et ce travail de sensibilisation qui fait que des oiseaux comme les cormorans aujourd'hui sont nettement plus nombreux dans la région, tout simplement parce que grâce au lieutenant et à ses équipes, ils s'y sentent bien. Alors, si vous êtes tenté de braiser le cormoran, vous trouverez Kesen Ndour sur votre chemin. Tout à fait, attention, je peux être très méchante. Les animaux, elle les défend bec et ongles. Merci Kesen. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Eh bien, peut-être qu'on s'intéressera aux parents pauvres de la Tabaski, c'est-à-dire soit les moutons peul-peul ou alors les chèvres pour les familles qui n'auront pas les moyens cette année de s'offrir en ce contexte si particulier, peut-être le mouton de leur rêve. Le mouton peul-peul. Voilà. C'est notre mouton, il porte notre nom. Merci Kesen Ndour. Alors, c'est la fin de cette Total dimanche. Notez votre rendez-vous de la soirée, ce sera tout à l'heure à 21h. Oussama Monique Sagna dans Jeunes Femmes Dynamiques. Le thème du jour, l'activisme féminin. C'est une émission que je vous recommande. Et puis plus tard, vers 22h, Malik Tiandoum avec l'équipe sportive Omnisport. Demain, gym matinal, Boubacar Diallo, Toc Toc à 6h30, à 5h45. C'est une dame qui va vous réveiller du côté de la radio Dakar Direct avec Aïssata Ndiaye-Fall et son équipe également. Plus tard, 18h30, Total, bloc d'infos, Khalifa Diakhaté. Merci. La semaine prochaine, c'est dimanche. Je ne sais pas s'il y aura la Total. En tout cas, c'est juste après la Tabaski, on verra. Bon, on va d'abord faire la fête aux moutons et on verra après. Bonsoir, excellente semaine et excellente fête.